Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le yo-yo boursier des marchés qui continue. Après la séance de hausse hier, s'ensuit une séance de baisse aujourd'hui. Une baisse d'environ 1% pour les indices actions en Europe à mi-séance, avec un CAC qui tourne toujours autour des 6300 points. De ce point de vue-là, les marchés boursiers font du surplace depuis plusieurs jours. Du côté de l'actualité des entreprises, on notera que Air France KLM lance aujourd'hui son processus d'augmentation de capital, une augmentation de capital de 2,26 milliards d'euros, à laquelle participera son nouvel actionnaire CMA-CGM bien sûr, ainsi que les États référents français et néerlandais qui au passage quand même abaisseront un petit peu leur participation au capital d'Air France KLM. Et puis dans les mouvements de marché importants à signaler sur le marché américain, le gros coup de froid qui a été jeté par Snap hier soir après la clôture des marchés américains, avec un avertissement macro de la part du réseau social et de son dirigeant Evan Spiegel qui met en avant justement la dégradation et les incertitudes macroéconomiques, le sujet de l'inflation, la normalisation des politiques monétaires. Tout ça pèse évidemment sur le sentiment, sur la confiance et sur les recettes publicitaires in fine qui sont bien la majorité des recettes pour un réseau social comme Snap aujourd'hui. Gros coup de froid parce que le titre plonge de 30% avant l'ouverture des marchés américains tout à l'heure, et l'ensemble du secteur, alors social media, publicité en ligne, tous ces groupes-là aujourd'hui sont affectés quand même par le message de grande prudence qui a été livré par Snap hier soir. On voit un titre comme Publicis par exemple qui est en baisse aujourd'hui à mi-séance en Europe. Du côté des banques centrales, beaucoup de prises de parole à l'occasion du World Economic Forum de Davos qui se tient en ce moment, ouvert depuis le début de la semaine. Christine Lagarde s'est exprimée aujourd'hui. La présidente de la Banque Centrale Européenne confirme ce qu'on sait à peu près aujourd'hui. La BCE va sortir des taux négatifs, sans doute en 2 fois, avec une première hausse de taux de 25 points de base le 21 juillet prochain. Une seconde suivra lors du meeting de septembre. Ensuite, j'allais dire, toutes les options sont sur la table. Christine Lagarde estime qu'il n'y a pas d'urgence pour la BCE à aller beaucoup plus loin qu'une simple normalisation du taux de dépôt. Il n'y a pas d'excès de demande à gérer aujourd'hui en zone euro. L'inflation reste essentiellement une inflation liée au choc d'offres et au choc de matières premières. Mais on peut avoir des avis différents au sein du Conseil des gouverneurs. Ainsi, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui n'est pas non plus le faucon en chef de la Banque Centrale Européenne, estime que les taux de la BCE continueront de remonter au-delà de zéro en direction d'un taux neutre qu'il estime entre 1 et 2% en 2023. Voilà donc pour les discussions au sein d'une banque centrale comme la BCE aujourd'hui. Ces propos ont eu pour effet de soutenir encore un peu plus l'euro. L'euro qui est tombé à un plus bas de plusieurs années. On est tombé jusqu'à 1,0350 sur la parité euro-dollar avant de rebondir depuis quelques jours, et on voit même un euro-dollar qui se traite autour de 1,07 aujourd'hui, sur les plus hauts niveaux depuis un mois. Voilà pour la situation de marché. On évoquera évidemment les risques encore importants sur la croissance notamment, avec la grande inconnue chinoise, et quels sont les scénarios de marché qu'il faut avoir en tête à ce stade. 2 invités avec nous pour éclaircir ces points. Samy Char qui sera en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombard-Odier, et avant cela par téléphone, Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et c'est donc Arnaud Faller avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure d'émission, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Alors je le mets en exergue, mais on pourra le détailler. Vous réitérez un message de prudence sur le plan de l'investissement à ce stade. Et parmi les sujets qui sont en train de monter et d'inquiéter toujours un peu plus les investisseurs, le sujet chinois. Il y a bien sûr l'inflation, la croissance dans nos économies développées, mais la question de la croissance chinoise pour cette année 2022 devient quand même une question majeure. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, le consensus était que la Chine allait être un driver pour la croissance mondiale cette année. C'est tout l'inverse qui est en train de se passer, Arnaud. En tout cas, les montées des inquiétudes sont nettes, effectivement, sur ce plan. Alors, ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions qui peuvent faire basculer d'un scénario à l'autre. Évidemment, la Chine, l'inflation, avec les réactions des banques centrales,
les craintes de récession qui commencent à arriver sur 2023, et on va en parler aussi, les flux qui sont déterminants en ce moment et qui montrent que les flux sont de plus en plus fragiles du côté des achats et de plus en plus forts du côté des ventes. Alors, spécifiquement sur la Chine, effectivement, c'est un sujet d'intention particulier, c'est-à-dire le front sanitaire complique largement la donne. Donc on voit que Shanghai, il commence à y avoir quelques levées des mesures de restriction, mais le constat était quand même très clair. C'était des mesures très 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 strictes, avec des conséquences importantes. On l'a vu, les chiffres qui ont été publiés pour le mois d'avril, c'est quand même une consommation en baisse de 11%, la production industrielle qui baisse de 2,9%. Ça arrive justement au moment où l'immobilier déjà ralentissait en Chine. Il faut se rappeler avec tout ce qu'on a connu sur Evergreen, etc. Donc les prix sur un an sont maintenant en territoire négatif. Et ça arrive au moment aussi où la dégradation du marché du travail est assez nette, notamment le taux de chômage des jeunes qui est assez élevé. Donc, alors maintenant, quelles sont les mesures prises par les autorités? Donc, d'abord, les autorités monétaires. Donc, la PBOC, la Banque centrale de Chine, prend des mesures tout à fait assez, si on peut dire, pour l'instant, pas de très grande ampleur. Elle baisse les taux de manière assez marginale, donc une quinzaine de BP sur le dernier taux, pour soutenir l'immobilier qui, effectivement, est mal orienté. Et alors maintenant, du côté des gouvernements chinois, donc là, il y a eu des annonces de la part du Conseil d'État en Chine qui voudrait mettre en œuvre 33 mesures. Alors, on a l'impression que c'est beaucoup, 33. Ce qui se passe, c'est que là aussi, on a l'impression que c'est beaucoup plus du côté de l'offre et pas assez du côté de la demande. L'offre, parce qu'ils essayent de soutenir le côté des entreprises avec des politiques de remboursement des crédits de TVA, des reports de cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance chômage, des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises. Effectivement, ça va plutôt peut-être dans le bon sens. Ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la demande aussi, il y a des inquiétudes. Et que pour l'instant, il y a eu quelques mesures de bons de consommation, mais qui pas forcément mis d'ailleurs totalement à l'œuvre. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de chacune des provinces. Donc à surveiller de près, parce que c'est évidemment le catalyseur pour un scénario où globalement on aurait un ralentissement très net de la demande mondiale et éventuellement des craintes de récession plus fortes pour l'ensemble du monde pour 2023. On voit aujourd'hui un rythme de croissance inférieur à 4% en Chine pour cette année, Arnaud. C'est ça. Jamais arrivé jamais arrivé depuis tellement longtemps. Et effectivement, c'est à surveiller de près parce que les conséquences vont être évidemment pas que sur l'ensemble de la zone Asie qui sont pourtant très intégrés, mais aussi sur le reste, que ce soit les Européens ou les Américains. Tout ça arrive au moment où effectivement le sujet inflation demeure tout en haut. Pourquoi? Parce que pour l'instant, ça décélère moins que prévu aux États-Unis et ça reste toujours très élevé en zone euro. Donc il faut bien voir que tous les derniers chiffres d'inflation ont plutôt surpris à la hausse, donc à surveiller de près. Alors les banquiers centraux ont balisé leurs premières interventions, donc la Fed a commencé puis a clairement après annoncé deux hausses de 50 points de base pour les prochains FOMC du 13 juin et 27 juillet. Par contre, on ne sait pas encore le suite septembre. Après, donc, c'est plus incertain. Exactement. Et ça, alors, ça permet au marché obligataire de rebaisser en taux. Mais la messe n'est pas dite pour la suite. Et donc, est-ce que pour le comité du 21 septembre, on peut passer à un rythme plus doux de 25 points de base, voire zéro si jamais, voire pas de mouvement du tout si jamais il y a des craintes de récession qui arrivent? Ça sera évidemment l'objet important, d'autant plus que, donc il faut se rappeler que le grand symposium des banquiers centraux autour de Jackson Hole va être clé, parce que, encore une fois, autant c'est bien balisé pour les premiers, autant c'est pas du tout balisé pour la suite, et ça sera, pour l'ensemble des classes d'actifs risqués, ça sera un point important. Du côté euro, vous l'avez rappelé aussi, c'est-à-dire que Christine Lagarde a aussi annoncé que à demi-mot que clairement on va repasser en territoire au moins zéro sur les taux de la zone euro par 2 hausses de 25 points de base. Simplement, la suite, elle est là non plus pas écrite et que ça sera très, comme on dit, ça va dépendre des données. Tout est ouvert pour la suite. Donc, petite accalmie sur le front obligataire, mais qui sera de courte durée, d'autant plus qu'on est dans des marchés qui sont
encore une fois assez volatile et les volumes de transactions sont pas très élevés. Et on sait très bien dans ce cas-là, ça peut aller très fortement dans un sens ou dans l'autre. Et en termes de flux, justement, il faut se rappeler que du côté action, le point déterminant du côté américain, qui est toujours le marché leader, c'est non pas les flux en provenance du monde institutionnel, mais plutôt en provenance du monde des épargnants individuels américains. C'est eux qui ont aussi bien contribué à la progression des indices depuis au moins 2 ans. Il faut se rappeler qu'ils avaient bénéficié aussi de chèques de la part du gouvernement, certes, qui ont été en partie consommés, mais en plus en partie épargnés, y compris du côté des marchés actions. Et la question qui est évidemment importante, c'est est-ce que les épargnants américains ont suffisamment ajusté leurs risques acceptables dans leur portefeuille avec les variations qu'on connaît, entre les pertes sur le S&P depuis le début de l'année de entre 15 et 20%. Il y a eu énormément de collectes, encore une fois 1300 milliards de collectes dans les fonds actions internationaux. Et le point d'entrée, en gros, il est au-dessus, le point d'entrée moyen est au-dessus du point actuel, mais pas très loin. Donc, entre guillemets, c'est pas très pénible encore à tenir, mais il n'y a pas de Ils sont au pire à l'équilibre. Le retail américain, au pire, est à l'équilibre sur les investissements qu'il a pu accumuler, on va dire, depuis 2020, depuis 2020-2021, quoi. Oui, en moyenne. Et donc, effectivement, c'est pas... pour imaginer un vrai rebond, il faudrait que d'abord ça passe par une phase de capitulation, comme on dit, où en fait il y a des gens qui ont les mains un peu fragiles, qui sortent un peu du marché pour revenir plus tard. Donc c'est pour ça que le message qu'on veut adresser aujourd'hui à CPA, c'est encore de la prudence sur le côté action. Il y aura des meilleurs moments pour rentrer, qu'on préfère quand même malgré tout aujourd'hui les pays développés qu'aux pays émergents. Mais il y aura des meilleurs moments. Et il faut d'abord, évidemment, être bien fixé sur cette histoire de capitulation du retail américain. 2, sur ce que vont faire les banquiers centraux au-delà des 2 premiers meetings, aussi bien côté FOMC que du côté BCE. Et ça va être, on pourra effectivement à ce moment-là revenir de manière plus forte, parce que on a en tête des craintes de récession, mais pour l'instant, c'est des scénarios minoritaires qu'on a au sein de la maison. Est-ce qu'il y a beaucoup de fragilité technique là dans ce marché ? Vous évoquiez les flux retail, Arnaud. Est-ce qu'il faut avoir conscience que dans ce nouveau régime de marché qu'on connaît plus depuis très longtemps, d'une certaine manière, il y a des pièges techniques qui sont importants ? Effectivement, on voit que c'est pas très sain. Des marchés qui font, comme vous l'avez mentionné, on fait 1,5 dans un jour, le lendemain on fait 1,5 dans l'autre sens. On voit bien, sans forcément des très grandes raisons non plus. Donc les volumes sont pas, encore une fois, très forts, ce qui fait que ça incite aussi de ce côté-ci à la prudence. C'est pas grave, on peut garder momentanément du cash en portefeuille et revenir à des meilleures opportunités plus tard. Côté taux, juste au passage, malgré tout, il nous semble que c'est plus le moment d'avoir des durations négatives en portefeuille. Donc d'ailleurs, ça fait une dizaine de jours qu'on est repassé en duration positive. C'est pas encore le moment d'être en duration très fortement positive non plus, mais là aussi il y aura des meilleurs moments pour revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on devra, il y a un grand bout du chemin qui a été fait sur les taux longs quand même. Au moins tactiquement, on peut retrouver un peu d'intérêt relatif pour la partie obligataire, même dans une logique de couverture. On voit d'ailleurs que la corrélation action-obligation évolue peut-être un peu de ce point de vue-là. Effectivement, c'est surtout un scénario s'il y avait des craintes de récession. On aurait évidemment les bénéfices qui seraient entamés, donc les marchés actions qui souffriraient, mais on aurait côté taux, alors au moins pour les taux longs, pas les taux courts parce que les banquiers centraux sont toujours là, mais on aurait une inversion de courbe assez nette, et donc les taux longs qui pourraient bénéficier de flux et de refuge vers la qualité, et donc qui permettraient de compenser en partie des pertes sur les actifs risqués. Merci beaucoup Arnaud, merci pour cet éclairage de marché. Arnaud Faller qui est avec nous régulièrement par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Reprenons
reprenons peut-être quelques éléments macroéconomiques pour faire le point sur la situation actuelle avec Samy Char, qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Samy, ravi de vous retrouver avec nous dans l'émission. Je disais, reprenons quelques éléments macroéconomiques avec par exemple les enquêtes de conjoncture qui ont été livrées ce matin, donc des estimations un peu instantanées, on va dire, du moral des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat en l'occurrence, puisqu'on parle des PMI pour la zone euro, pour la France, pour l'Allemagne, avec des PMI pour la partie manufacturière, des PMI pour la partie service. Quand on regarde les chiffres en absolu, Samy, déjà, on peut imaginer que le rythme de croissance reste quand même décent en zone euro en ce milieu de deuxième trimestre. En tout cas, c'est difficile de voir un effondrement immédiat de l'activité économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Absolument, Grégoire. On a quand même mieux que ça. On a des indicateurs qui se tiennent très bien. Donc, le chiffre du jour, effectivement, qui sont ces indices des directeurs d'achat qui se tiennent quand même à des niveaux relativement élevés. C'est confirmé d'ailleurs par d'autres formes de données. On utilise aussi des données à haute fréquence, comme vous le savez, qui montrent quand même que l'activité en zone euro se tient bien. Éventuellement, les composants les plus avant-gardistes, quelque part, dans la manière de mesurer le pouls économique, sont peut-être un petit peu plus à risque. On regarde les nouvelles commandes qui viennent d'Allemagne ou les indicateurs avancés sur les exportations qui, eux, commencent à montrer une certaine baisse. Mais enfin, on sent quand même que le niveau d'activité économique, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis et en Europe, se tient encore bien. C'est vraiment en Chine, comme vous venez d'en discuter, que les indicateurs ont pas mal tanké. Donc, un ralentissement, c'est sûr, mais enfin quand même une activité économique qui continue de se tenir bien mieux que ce qu'on aurait pu craindre 3 mois après, finalement, le choc de prix lié aux matières premières, issu bien sûr de l'invasion de l'Ukraine. Oui, avec des taux d'emploi en Europe qui restent aussi très importants et qui permettent donc à la BCE de confirmer ce qui était déjà plutôt envisagé par tout le monde. L'idée qu'on va sortir des taux négatifs, c'est confirmé par Christine Lagarde ce matin, Samy. On sent quand même qu'il y a du débat au sein de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il faut juste revenir à zéro sur le taux de dépôt, qui est à moins 0,50, ou est-ce que c'est le début d'une histoire qui va au-delà d'une simple neutralisation du taux de dépôt ? Et de ce point de vue-là, visiblement, le débat est loin d'être tranché. C'est un débat, oui, vous êtes d'une grande politesse, Grégoire, mais effectivement, c'est le maître mot pour l'ensemble des banques centrales dans les mois à venir. On a senti ce débat très vigoureux aussi pour la Banque d'Angleterre, où vraiment là, on commence à sentir des dissensions très fortes, puisque effectivement, on a cette distorsion entre la croissance et l'inflation, et chaque banquier central, chaque gouverneur va voir son interprétation entre une croissance qui faiblit et une inflation qui reste élevée. Il y a un choix à faire, il y a une sensibilité, mais enfin aujourd'hui, pour la Banque Centrale Européenne, ça paraît quand même relativement simple, vu effectivement la bonne tenue quand même des indicateurs d'activité et l'inflation élevée, sortir de la partie la plus non conventionnelle de la politique monétaire, c'est-à-dire les achats d'actifs et les taux négatifs. Ça paraît acquis et aujourd'hui, il y a une véritable fenêtre sans risque pour le faire. C'est effectivement ce qui vient après qui compte et là, il y aura débat. Oui, et il y aura débat entre l'inflation et la croissance. Je reprends des propos de François Villeroy de Galhau ce matin qui nous dit à ce stade, il n'y a pas de trade-off entre l'inflation et la croissance. C'est-à-dire, la BCE n'est pas obligée de choisir la lutte contre l'inflation au détriment du soutien à la croissance. Pourtant, on imagine bien qu'à un moment, l'inflation, si elle continuait de monter, bougerait en sens inverse de la croissance d'une certaine manière. Il y aurait forcément un coût économique à avoir une inflation qui continuerait de progresser. Donc, il y a un moment, cet arbitrage, il va bien falloir en prendre la mesure. Et c'est là où le débat va se faire beaucoup plus intense. Effectivement, aux États-Unis, on voit également que l'emploi est très très bien positionné. On voit quand même les inscriptions au chômage qui commencent à tout juste monter. Donc c'est un petit peu trop tôt pour dire que l'emploi est en phase de se détériorer aux États-Unis. Mais enfin, ces débats, on les a aussi eus en Chine l'année dernière. Où effectivement les autorités chinoises étaient assez restrictives et puis d'un coup la croissance s'est mise quand même à beaucoup ralentir et là effectivement il y a eu un changement de braquet et donc on se pose cette question, est-ce que
les banquiers centraux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, évidemment, au moment où effectivement il faudra choisir entre un emploi qui se détériore et une inflation toujours élevée, là on va voir vraiment des camps, des blocs se mettre en place. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Donc on sait qu'on a un trimestre ou deux de normalisation monétaire, mais c'est vraiment dans ce quatrième trimestre de l'année 2022 qu'on va voir si effectivement on atteint quelque part un apogée dans le resserrement monétaire, mais cet apogée il ne se fera que si on a une forme de détérioration de l'emploi et donc un trade-off plus difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des attentes qui reposent sur la partie budgétaire, réglementaire, dans la lutte contre l'inflation, ou est-ce que c'est une responsabilité à 100% des banques centrales? Quand vous regardez le policy mix ou les policy mix qui sont en place aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions qui laissent penser que la partie budgétaire pourrait soulager d'une certaine manière, en partie en tout cas, le travail des banques centrales vis-à-vis de l'inflation? À court terme, c'est peu probable quand même. Les attentes au niveau fiscal, c'est surtout de l'investissement de long terme. On espère ces investissements de long terme productifs pour guider, favoriser, soutenir la transition énergétique, la stratégie évidemment de défense, les infrastructures. Ce sont des choses qui pourraient permettre d'améliorer le régime d'inflation à long terme. Mais dans le court terme, à part soutenir quelque part les revenus, les ménages avec les revenus les moins élevés, il n'y a pas grand-chose à faire. Aux États-Unis, en tout cas, il y a eu ce très très grand débat sur le dernier plan fiscal qui aurait été responsable quand même de pas mal d'inflation. Donc, au devant des élections de mi-mandat en novembre, il est peu probable qu'on voit quoi que ce soit de majeur aux États-Unis. Et en Europe, bien sûr, on aimerait un tout petit peu plus d'ambition au niveau de ces investissements de long terme. Mais là, il y a vraiment une distorsion d'horizon temps entre des banques centrales qui sont très concentrées sur ces problématiques de court terme, alors que quelque part, les États doivent se projeter dans des politiques beaucoup plus structurelles. Est-ce que des mesures qui viseraient à réduire peut-être les frictions du commerce international, en baissant par exemple certains tarifs douaniers qui ont pu être mis en place par l'administration américaine précédente, Donald Trump en l'occurrence, c'est un sujet qui est discuté. Est-ce que c'est un sujet avant tout politique? Est-ce qu'il y a malgré tout un enjeu quand même économique de ce point de vue-là, Samy? Non, c'est avant tout politique. C'est vrai que le fait de mettre ces tarifs en place en 2018 et 2019 n'a pas véritablement créé un choc d'inflation, une pression d'inflation. Donc le fait de les réduire ne va pas être très désinflationniste. En revanche, évidemment, dans la relation sino-américaine, ça a beaucoup de portée. D'ailleurs, les Américains sont assez étonnants là-dessus. D'un côté, ils mettent un peu d'huile sur le feu avec Taïwan, et puis de l'autre, ils parlent de retirer les tarifs. Donc on voit qu'on est vraiment dans la préparation des élections de mi-mandat aux États-Unis. Et comme ces élections semblent perdues pour l'administration démocrate, peut-être qu'on se projette déjà en 24. Mais encore une fois, que ce soit du côté américain ou du côté européen, il y a quand même beaucoup à faire lorsqu'on se projette sur toutes ces problématiques d'infrastructure, d'énergie et de défense dans le long terme. Donc on est encore une fois pas exactement sur les mêmes considérations. Comment vous regardez les problématiques chinoises, Samy, sachant que... Alors, c'est facile d'être négatif sur la Chine, je veux dire, c'est un sujet de discussion infini chez les économistes. Néanmoins, on démarrait plutôt cette année 2022 en se disant que la Chine, après l'ajustement de 2021, allait redevenir quand même contributrice importante de la croissance mondiale. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Et quand on voit effectivement le dilemme de la relance chinoise, on a l'impression que à la fois soutenir la demande est compliqué au regard de la situation sanitaire et en même temps, on voit des officiels chinois qui semblent peut-être réticents à revenir trop sur les vieilles recettes de la politique de l'offre, des infrastructures qui ont créé tous les déséquilibres qu'on connaît aujourd'hui dans l'économie chinoise. C'est un dilemme qui semble peut-être plus compliqué que d'habitude, Samy. Oui, il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport aux autorités chinoises. Le maître mot reste la stabilité. Et donc, si elles en font trop pour soutenir la croissance, elles vont mettre à risque la stabilité financière. Et je ne dirais pas que la stabilité financière au niveau du crédit, mais aussi la stabilité de la devise. Il y a une certaine pression à la baisse sur le renminbi. Et ça, évidemment, c'est quand même une problématique importante pour les Chinois. Donc, on parle plus d'ajustement à la marge, que ce soit au niveau fiscal et au niveau monétaire. Mais évidemment, il ne faut pas avoir
trop d'attentes. En revanche, les Chinois sont quand même en train de traverser quelque chose qu'on connaît bien en Europe. Ils ont une vague Covid, ils ont fermé de manière un peu brutale. Évidemment qu'ils ont le 20e congrès du Parti communiste chinois, donc il faut que tout soit stable et qu'il n'y ait pas de perte de contrôle d'ici là. Mais il y a bien un moment où ils vont rouvrir. Quand ils vont rouvrir, ça va créer un effet de base favorable. Donc on va avoir une économie sur courant alternatif, un peu de stop and go, comme les vagues successives qu'on a vécues en Europe. La différence, et là où vraiment les Chinois doivent avancer, c'est qu'ils ont peu d'immunité naturelle, ils n'ont pas vraiment les bons vaccins, et donc cette phase de stop and go peut être un tout petit peu plus ardue que ce qu'on a connu en Europe, où finalement, passé la première ou la deuxième vague, les contraintes ont été moindres. En Chine, les contraintes sont quand même plus importantes parce qu'il y a toujours ce potentiel de perdre un petit peu le contrôle, mais ils vont bien réouvrir. Et quand ils rouvrent, on remet la machine en place, il y a un énorme effet de base, on décharge les navires et on réduit quand même ces tensions sur les chaînes de valeur. Bon, on comprend que la macroéconomie, les enjeux de politique monétaire incitent naturellement et légitimement à la prudence. Qu'en est-il sur le plan de l'investissement à ce stade, Samy? Quelles sont les grandes recommandations chez Lombardier? Après, quand même, un ajustement des prix et des valorisations de marché qui a été important, hein. Oui, on a évidemment des portefeuilles qui sont beaucoup plus défensifs face à ces trois chocs, hein, la guerre en Ukraine, la situation du Covid en Chine et évidemment des banques centrales beaucoup plus agressives. Je trouve très très difficile aujourd'hui de remettre du risque, malgré l'ajustement dont vous parlez, Grégoire, quand on a une réserve fédérale américaine si agressive en face de nous. Maintenant, il y a un moment où cette réserve fédérale américaine, si elle atteint ses objectifs, c'est-à-dire que l'inflation quand même revient vers des niveaux plus acceptables, va en tout cas probablement passer de ce mode très agressif à un mode un peu plus neutre. Et à partir du moment où elle est un peu plus neutre, ça permet quand même au marché de respirer. Donc c'est un peu ce que tout le monde attend, une forme de signal où on aurait une réserve fédérale américaine qui agirait moins comme une contrainte sur l'environnement d'investissement. Ça paraît trop tôt. Aujourd'hui, on a des indications que l'inflation atteint son apogée. On a peu d'indications que l'inflation est vraiment en train de descendre de manière rapide, ce qui permettrait à la Fed d'être encore une fois moins agressive. Donc, il va falloir patienter encore quelques semaines, quelques mois, avoir quelques rapports de l'emploi, d'inflation, de vente au détail qui vont dans le bon sens pour sentir que peut-être en septembre, octobre, novembre, effectivement, la Réserve fédérale américaine change enfin pour un braquet un peu plus souple. Merci beaucoup, Samy. Merci d'avoir été avec nous à distance depuis Genève. Samy Charr, chef économiste de Lombardier, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct pour une heure entière d'émission sur Bismart.